Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Prof Écologique. La chaîne idéale pour tous ceux qui se questionnent sur l'environnement, qui aimeraient ça essayer d'en faire plus, qui se posent des questions sur les mouvements minimalistes ou zéro déchet, mais qui se posent la question, est-ce que je peux vraiment y arriver sans vouer un culte à tout ce qui est blanc, en bambou ou enfermé dans un pot mason avec une étiquette vintage? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est possible et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les bases du mouvement zéro déchet. Avant de commencer, j'aimerais quand même prendre quelques instants pour me présenter. Donc, mon vrai nom, c'est Valérie. J'ai 28 ans. Je suis enseignante au primaire. Puis, depuis que j'ai déménagé dans mon premier appartement, il y a à peu près 4 ans, j'ai commencé à m'intéresser au mouvement zéro déchet, puis à accumuler de plus en plus de connaissances à ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer à les partager avec vous. Mais mon but, c'est vraiment de créer une chaîne où il n'y a pas de jugement, on s'entraide. Moi, je considère qu'il n'y a personne de parfait, puis vous allez constater que je ne suis pas parfaite moi non plus. Mais c'est vraiment une chaîne que j'aimerais qu'il soit dédiée à échanger avec vous sans se critiquer. Parce qu'on est tous d'accord que se faire dire des choses comme ben là, on est en 2019, je peux pas croire que t'as pas encore ton sac réutilisable. Ou si t'aimais vraiment les animaux, tu serais vegan. C'est sûr qu'il y a quand même une part de vérité dans ces affirmations-là, mais je connais personne qui n'a jamais été convaincu en se faisant dénigrer. Donc, sans plus tarder, voici un peu la philosophie derrière le mouvement zéro déchet. Le mouvement zéro déchet, ça a d'abord été créé pour aider les villes à améliorer l'efficacité de leur programme de recyclage. C'était une philosophie qui voulait éviter les pertes dans les centres de tri. Mais tranquillement, avec les années, c'est une philosophie qui s'est propagée un peu dans la population, puis qui a pris un autre sens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains consommateurs qui se sont mis à se poser des questions sur la quantité de déchets qu'eux-mêmes généraient. Et aujourd'hui, quand on parle de zéro déchet, on a plus en tête ces gens-là, ces blogueurs, ces Instagrammeurs qui ont fait des efforts pour réduire leur nombre de déchets. La première à lancer cette vague-là s'appelle Bea Johnson, puis c'est elle qui a écrit le premier livre à ce sujet-là. Et c'est elle qui a un peu parti la vague zéro déchet comme on la connaît aujourd'hui. Souvent, quand on entend parler du zéro déchet, la première image qui nous vient en tête, c'est souvent celle des gens qui ont réussi à produire un pot mason comme déchet pour l'année. Moi, j'admire beaucoup ces gens-là, mais je pense pas nécessairement que c'est une vision zéro déchet qui peut s'appliquer à tout le monde. Je pense que ça peut vraiment être un objectif à long terme, mais je pense que si on se donne ça comme objectif pour commencer, on risque de se décourager assez rapidement et de penser qu'on ne progresse pas assez à notre goût. Moi-même, ça fait 4 ans que je m'intéresse au zéro déchet, puis j'en suis pas encore à ce stade-là. J'ai encore une vraie poubelle à la maison, je jette encore des choses. J'en jette beaucoup moins qu'avant, mais je jette encore des choses. Et mon but, ce serait de vous accompagner tranquillement dans votre propre cheminement pour vous aider à réduire votre empreinte écologique pas à pas. Pour commencer, je vais vous présenter les principes de base qu'on appelle les 5 R, mais qui sont en fait plutôt 4 R et 1 C. Les principes sont classés dans un certain ordre, c'est-à-dire de la première action que vous devriez prendre jusqu'à la dernière action que vous devriez prendre avant de mettre quelque chose aux poubelles. Le premier R, c'est refuser. Refuser, ça veut dire prendre conscience des choses qu'on vous incite à consommer une seule fois, puis à jeter tout de suite après. Donc, je pense ici aux sacs de plastique, aux ustensiles en plastique, aux tampons démaquillants jetables, aux plats pour emporter en styromousse. Bref, tout ce qui vous sert juste une fois, pour des fois quelques minutes ou même quelques secondes, et que vous devez mettre à la poubelle tout de suite après. Une phrase célèbre dans le milieu dit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Refuser, pour moi, ça veut aussi dire refuser des gratuités qu'on vous propose dans certains magasins. Donc, on vous fait des offres comme achetez ces 2 produits pour le corps et recevez ce parfum cheap qui va vous écœurer dès la première utilisation. Ou encore, achetez 12 litres de boissons gazeuses et 3 gallons de popcorn et obtenez cette tasse de la Reine des Neiges en plastique. Let it go, my friend. En fait, posez-vous la question, est-ce que j'aurais acheté ça si on ne me l'avait pas donné? Est-ce que ce produit-là va me servir ou il va juste servir à ramasser de la poussière sur une étagère chez moi?
Selon moi, la réponse, ça devrait probablement être plus que ça vous servirait à rien, puis ça va ramasser la poussière chez vous. Donc, dans ce temps-là, on refuse. Le deuxième R, c'est réduire. Réduire, c'est un peu se poser la fameuse question de Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? Notre société est basée sur la croissance économique et donc aime nous faire croire que le bonheur, ça passe par l'achat et la consommation de biens matériels. Puis c'est vrai, mais seulement momentanément. Parce qu'en fait, notre cerveau il est programmé pour rechercher le plaisir. Puis quand on comble un besoin, notre cerveau est récompensé. Par exemple, si j'ai faim, puis que je mange, mon cerveau va relâcher de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur, puis il va me récompenser d'avoir satisfait mon besoin. C'est le même principe pour les achats. En fait, votre cerveau pense satisfaire un besoin et sécrète de la dopamine. C'est pourquoi la plupart d'entre nous avons tendance à magasiner un peu compulsivement, surtout quand on se sent un peu déprimé, qu'on a envie de se remonter le moral. Puis on a souvent tous une catégorie qu'on j'appelle la catégorie talon d'Achille, donc un secteur où on va tous dépenser notre argent un peu compulsivement. Il y en a pour qui c'est les souliers, les vêtements, le maquillage, les jeux. Peu importe, on a souvent une faiblesse au niveau du magasinage. Par contre, la joie de l'achat est souvent bien momentanée, puis souvent il s'ensuit un sentiment de culpabilité quand on réalise que notre achat n'était pas nécessairement rationnel ou qu'on a trop dépensé, plus qu'on a dépassé notre budget ou quelque chose comme ça. C'est pas entièrement de votre faute parce que le cerveau confond désir et besoin. Faut dire qu'il y a des gens en marketing qui travaillent très fort pour vous faire confondre les deux, pour vous faire croire que le produit qu'ils vous proposent est indispensable, puis que sans ça, il va manquer quelque chose à votre vie. Si vous vous reconnaissez dans cette tendance à acheter des choses un peu compulsivement, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, mais qu'à long terme, vous risquez de gaspiller votre argent, de ne pas profiter pleinement des achats que vous faites, en plus de gaspiller les ressources de notre planète qui ont servi à produire le bien que vous avez acheté. Si je prends l'exemple des vêtements, il y a des études qui démontrent qu'en Amérique, il y a seulement 20% en moyenne des vêtements d'une garde-robe qui sont utilisés régulièrement. Le reste, ça reste au fond de la garde-robe, c'est oublié là, parce que c'était des achats compulsifs et les gens ne les portent pas vraiment. Ouf! Là, je sais que ça fait beaucoup de choses à digérer en même temps, mais heureusement, j'ai quelques pistes de solutions pour vous aider à diminuer cette fâcheuse tendance à la surconsommation. Le premier truc, ce serait d'abord de prendre conscience de vos habitudes, puis d'essayer d'identifier le domaine dans lequel vous avez sûrement tendance à surconsommer. Le deuxième conseil, puis là je sais que je risque d'en choquer plusieurs, mais ce serait d'arrêter de considérer le magasinage comme un hobby. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'aller magasiner sans but précis, pour passer le temps parce que vous n'avez rien de mieux à faire, ben c'est probablement une habitude qui vous coûte cher et qui vous pousse à consommer au-delà de vos besoins. Vous pourriez donc vous donner comme objectif d'aller seulement magasiner lorsque vous avez besoin de quelque chose. Mon troisième truc, c'est pour vous aider à faire la différence entre un désir et un besoin. En fait, quand vous voulez acheter quelque chose, là ici je vais faire une parenthèse, j'exclus évidemment toutes les choses essentielles comme la nourriture ou les médicaments, ça ne fait pas partie de ce truc-là. Mais pour le reste, donc tout ce que vous voulez acheter d'autre, donnez-vous un délai d'environ 2 semaines à 1 mois avant de l'acheter pour voir si vous en avez vraiment besoin. Si vous y pensez encore après ce délai-là, c'est probablement que vous en avez vraiment besoin. Mais si vous l'avez oublié, ça va vous indiquer clairement que c'était juste un désir momentané. Donc tout ça, ça nous amène à notre troisième R qui est réutiliser. Réutiliser, c'est regarder l'objet qu'on allait jeter, puis prendre une pause puis se demander, avant de le jeter, est-ce qu'il ne pourrait pas me servir à autre chose? Donc si vous avez un vieux t-shirt que vous apprêtiez à acheter, est-ce qu'il ne pourrait pas vous servir de chiffon pour si vous le découpiez par exemple? Ou le pot que vous alliez mettre au recyclage, est-ce que vous ne pourriez pas le réutiliser comme pot de fleurs ou pour mettre des restants par exemple? Pour finir, le quatrième R et le C, je vais les mettre ensemble. Donc le quatrième R, c'est recycler et le C, c'est pour composter. Je vais surtout m'attarder à la question du recyclage. Il y en a qui vont peut-être être surpris de constater que le recyclage, c'est le R qui arrive en dernier dans la démarche zéro déchet. Comment ça se fait? Bien, d'abord, c'est parce qu'il y a certains matériaux qui ne se recyclent pas à l'infini. Par exemple, le plastique recyclé peut seulement être recyclé un certain nombre de fois et on doit toujours ajouter du nouveau plastique pour créer des nouveaux objets. Ensuite et surtout, c'est parce qu'il y a beaucoup de pertes dans le processus de tri dans les usines de recyclage et je dois vous dire que c'est un peu notre faute. Effectivement,
Qui ici ne s'est jamais dit en regardant un déchet, coudonc, ça se recycle-tu ça? Et dans l'absence de sources sûres pour remédier à votre dilemme, vous arrivez à la conclusion suivante. Ah, tant pis, on va mettre au recyclage, puis si ça se recycle pas, ben, ils le jetteront à l'usine. En tout cas, moi je peux vous dire que jusqu'à tout récemment, j'ai été coupable de cet acte qui s'appelle le wish cycling. Le wish cycling, ça veut dire mettre quelque chose au recyclage en espérant que ça se fasse recycler. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une fausse bonne idée. Par contre, ici, je vais prendre le temps de faire une parenthèse. J'ai pas trouvé le mot français pour le concept de wish cycling, donc j'ai décidé d'en inventer 3, puis je vais vous faire voter pour votre préféré. Mon premier choix, c'est espérant cycler. Le deuxième, recis souhaité. Et le troisième, pseudo-cycler. Donc, votez pour votre préféré en haut de l'écran, puis je vais adopter ce terme-là avec vos réponses. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que les usines de triage fonctionnent en lot, ou si je peux me permettre l'anglicisme, en batch, et que si une matière recyclable se retrouve à l'intérieur d'un lot de matière non recyclable, bien c'est le lot au complet qui est jeté, c'est la batch au complet qu'on met à la poubelle. C'est un peu comme si on vous forçait à acheter une boîte de Cheerios neuve parce que vous avez trouvé un Fruit Loop à l'intérieur. En plus, les matières qui ne se recyclent pas, ça peut créer des dégâts dans la machinerie des usines. Donc, si la machine ne reconnaît pas le déchet, bien, il peut se retrouver coincé à l'intérieur et l'usine est obligée d'arrêter ses opérations le temps que la machine soit réparée. Donc, qui dit évidemment arrêt de la machinerie dit perte de temps, donc perte d'argent. Et cet argent-là, il provient de où? Oui, de vos taxes et de vos impôts. Avant de passer à la piste de solution que j'ai trouvée, je vais me permettre de faire encore une autre parenthèse pour vous inciter à vraiment bien rincer les contenants que vous mettez au bac de recyclage. Je sais qu'on entend souvent des informations contradictoires par rapport à la nécessité de nettoyer ces contenants avant de les mettre au recyclage, mais récemment, j'ai pris connaissance d'un article dans la presse qui dénonçait la pauvre qualité d'air dans les usines de tri et les effets néfastes que ça avait sur la santé des travailleurs. Le lien avec le rinçage de vos contenants et la qualité de l'air dans les usines de tri, c'est, comment je vous dirais ça, imaginez-vous un pot de mayonnaise laissé dehors en pleine canicule du mois de juillet pendant quelques jours. Vous avez deviné, ça moisit assez rapidement. Donc le temps que votre déchet se rende à l'usine de tri, mais il y a déjà des moisissures qui se sont accumulées. Puis ces moisissures-là se répandent très facilement dans l'air des usines et ça nuit à la santé des travailleurs. Je vais mettre le lien de l'article que j'ai trouvé dans la description du vidéo. Puis pour ceux qui voudront en savoir plus, bien, vous pourrez aller lire l'article. Donc, j'en reviens aux pistes de solutions pour éviter de faire du wish cycling. J'ai récemment découvert l'application Ça va où de Recycle Québec, puis ça a changé ma vie. Ok, j'exagère peut-être un peu, mais ça m'a néanmoins beaucoup facilité la vie. Donc, à tous ceux qui sont tannés de se faire donner des informations contradictoires par rapport au recyclage, qui changent de ville en ville, à toutes les personnes qui sont tannées de se poser les questions. Ça va tout au recyclage ou au compost? Le plastique numéro 6, ça se recycle-tu ça? Je peux-tu mettre ça aux poubelles ou c'est considéré un déchet dangereux? Eh bien, cette application est pour vous. L'application Ça va où fonctionne en 2 étapes faciles. Première étape, choisir votre région pour avoir les bonnes informations. Deuxième étape, tapez le nom de l'objet dont vous voulez vous départir ou encore chercher dans les catégories préétablies. Et là, l'application vous dit très simplement ça va où. Est-ce que ça va au compost, à la poubelle, au recyclage ou dans un éco-centre? Wow! Et là, pour les profs qui m'écoutent, je vais juste vous dire que cette application-là, c'est devenu mon argument final pour tous les projets de sciences à base de matériaux recyclés. Donc, les questions comme « Madame, je peux-tu prendre du styromousse? » Non, tu peux pas, ça se recycle pas. « Ah, mais là, pas juste, ma grand-mère, elle met tout le temps au recyclage. » Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé. Regarde, l'application le dit. Donc, c'est magique, je vous dis, c'est un outil fantastique. Alors voilà, c'est tout pour mon premier vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis si oui, A, aimez la vidéo. B, abonnez-vous à ma chaîne. C, partagez la vidéo avec vos amis. Ou D, toutes ces réponses, encore mieux. Donc, on se revoit bientôt. Puis d'ici là, je vous dis, essayez quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de l'échec parce que, comme le dit le proverbe, qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Donc, merci, puis à la prochaine!